Eh bien bonsoir, bienvenue au Théâtre de l'Œuvre. Pour quelqu'un me demandait dans la salle tout à l'heure depuis combien de temps on avait ces rencontres régulières avec Mars Actu. Ça fait à peu près un an, je pense, quasi jour pour jour, de mémoire, je crois que c'était au mois de mars, un peu plus même. Voilà, donc 7e rendez-vous pour cette idée de débat citoyen, de réflexion commune. Et c'était bien de s'appuyer avec ce journal bien ancré aussi sur son territoire, comme l'est le Théâtre de l'Œuvre. Nous revendiquons cet enracinement dans un quartier populaire et le thème de ce soir est particulièrement d'actualité. Alors c'est vrai un peu déçu que la salle ne soit pas remplie, mais peut-être que nous de notre côté on n'a pas su aussi mobiliser les jeunes qui étaient concernés. Voilà, mais bon, l'essentiel c'est d'entamer cette réflexion qui me paraît vraiment un sujet encore une fois brûlant. Et on vous souhaite donc une bonne soirée. Je voudrais souligner que ça s'inscrit dans la thématique d'une semaine qui est menée d'une façon plus institutionnelle par la politique de la ville, qui est la semaine de lutte contre les discriminations liées à l'origine. Vous trouverez ce petit programme, si vous ne l'avez pas déjà trouvé, à l'entrée. Il y a encore 3 journées qui sont riches, et notamment demain une journée à la Busserine. Voilà, c'est vraiment ces thématiques-là qui sont travaillées et on a vraiment besoin d'y réfléchir. Bonne soirée à vous. Messieurs, dames, je ne sais pas si vous m'entendez, ça marche? Ouais, je crois que c'est bon. Bonsoir. Donc, tout d'abord, merci d'être là ce soir avec nous. Donc moi, je m'appelle Delette Artaud, je suis journaliste pour Mars Actu. Comme vous disiez, Yves, déjà, merci aussi au Théâtre de l'Œuvre de nous recevoir depuis un an, de nous prêter la salle. En passant, voilà, vous êtes rentrés gratuitement. Il y a un petit chapeau qui est à la sortie. C'est prix libre, vous mettez ce que vous voulez et ce sera pour le Théâtre de l'Œuvre. Donc le thème de ce soir, vous l'aurez compris, c'est l'insertion professionnelle des jeunes dans les quartiers qu'on appelle populaires, difficiles, prioritaires. Et la soirée va se dérouler en 2 parties. Donc la première partie, ce sera une partie en plateau avec nos invités qui vont monter après sur scène. Et la deuxième partie, elle sera plutôt dédiée à vous. Donc un échange avec le public. Si vous avez des questions, des réactions, elles sont les bienvenues. Peut-être pour commencer, on peut essayer de poser un petit peu le paysage de cette problématique. Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas tellement de chiffres sur la question de l'insertion des jeunes dans des quartiers populaires. Les chiffres qu'on a pu trouver, c'est ceux de l'INSEE que je vais vous donner. Alors accrochez-vous, c'est des chiffres, mais il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Là, dans Marseille et les grandes métropoles en général, on constate que 23% des 18 et 24 ans quittent l'école sans diplôme. Et donc ça, c'est dans les quartiers prioritaires. Et si on décale de parfois juste 100 mètres, et ben là, ce 23%, il se transforme en 14%. Sur les 23% des jeunes des quartiers populaires qui quittent l'école sans diplôme, il y en a la moitié qui sont en recherche d'emploi, un quart qui travaillent et un tiers qui ne font ni l'un ni l'autre. Il faut donc quand même bien avoir en tête que ça laisse 77% des jeunes qui ont obtenu un diplôme. Quoi qu'il en soit, il y a un écart entre les quartiers prioritaires et le reste du monde, on va dire. Cet écart, il est bien réel, il n'est pas négligeable. Les raisons, elles sont multiples, mais souvent, sur le parcours qui mène à l'emploi, les jeunes des quartiers prioritaires trouvent la discrimination. Je dis les jeunes, mais on est bien d'accord que c'est des gens qui ont des personnalités différentes, des parcours très différents. On aurait aimé ce soir qu'il y en ait plus dans la salle, qu'il y en ait plus qui soient là, présents sur scène. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'il faut créer une relation de confiance, parce que c'est difficile aussi de se livrer et d'expliquer sa galère devant un public. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rencontrés mardi dernier au Théâtre de l'Œuvre. Le Théâtre de l'Œuvre ouvre ses portes à des jeunes qui viennent via l'ADAP et qui peuvent donc chanter, danser, enfin utiliser ce lieu. On les a filmés et on vous propose, en préambule de cette soirée, de regarder une petite vidéo de leur témoignage. Bonjour, moi c'est Bilal Bétard, j'ai 23 ans, je suis né à Marseille et mon quartier d'origine c'est Belzunce. Je suis allé au lycée Ampère
Et je faisais l'électricité, mais bon, je suis allé, voilà, c'était pour avoir un lycée. Après, en cours d'année, j'ai changé, je suis parti au lycée Laviste. Et là, je fais CAP vente. Et après, j'ai obtenu le CAP au bout de 2 années. Et après, voilà, l'école s'est terminée là pour moi. Je m'appelle Céline, j'habite au Bosquet, dans le 11e, et j'ai grandi là-bas aussi. J'ai fait un CAP agent de sécurité pendant 2 ans, je l'ai eu. Après, je voulais avoir un bac, donc je suis partie en bac pro gestion administration. J'ai fait 1 mois, après j'aimais pas. Donc après, je suis partie en bac pro aménagement et finition du bâtiment. J'aimais bien, mais après, au bout d'1 an et demi, ça me faisait trop d'école et j'avais envie de gagner de l'argent, donc j'ai arrêté. Je m'appelle Jana, j'ai 17 ans et j'ai grandi à Félix Piat. Là, je suis au lycée La Calade, en bac pro mode. Je suis dans ma 2e année, enfin première année. Moi, c'est Mamadou Diop, j'ai 23 ans. Je suis né à Dakar et je suis à Marseille, ça fait à peu près 7 ans. Juste après le bac, je suis allé à la fac. Après, je me suis dit, j'ai passé le concours pour aller à Cage, je l'ai échoué. Même si je l'ai réussi, c'est trop cher aussi, donc je n'aurais pas pu. J'ai trouvé l'équivalent au Sénégal, donc j'y suis allé pour avoir ma chance quand je reviens. Est-ce que comment tu te projetais dans le monde du travail? C'était quoi tes rêves? Ben, moi, déjà, c'était rien à voir avec ce que je fais maintenant. Je voulais être astrophysicien, rien à voir. Après, voilà, on nous fait croire que c'est possible, entre guillemets. Après, ça nous pousse aussi à avoir des bonnes notes. Mais on se rend compte qu'à la fin du parcours, on est laissé un peu libre à nous-mêmes, quoi. Enfin, on nous laisse faire ce qu'on veut, entre guillemets. Mon rêve, ce serait c'était de devenir prof de danse. Et c'est tout. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire, ça, je savais pas. Parce que le problème, c'est ça, en fait. C'est que quand on a 15-16 ans, en vrai, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Ça, le gros problème, c'est pas que... C'est que oui, on peut faire des études et tout, en France, on peut faire des études, on peut aller loin, mais on va faire quoi? Le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Est-ce que tu peux me raconter comment se passe la recherche de stage? J'ai fait 4 stages en entreprise et ça se passe bien quand je connais la personne. Enfin, ça dépend. Parce qu'en fait, j'ai fait des stages dans des petits magasins de retouches. Ça se passait plutôt bien. Dans une boutique de mariée orientale, ça se passait bien. Et je sais pas si je peux dire ça, mais j'étais à Poivre Blanc. Du coup, ça m'a donné un mauvais pressentiment, enfin un mauvais ressenti sur la mode. Je trouve qu'il y a beaucoup de racisme, de grossophobie, je sais pas, je trouve pas ça... Pourtant, j'aime, le métier en lui-même, j'aime, mais les gens, je sais pas si je peux dire ça, ils sont très bas. Mais à mon retour ici, c'était pas évident, quoi. Pourquoi on n'est pas dans les coulisses des recrutements, tout ça, donc on ne peut pas savoir. On a juste une lettre ou un email, comme quoi on n'est pas accepté. Mais... J'ai remarqué qu'à chaque fois que je me déplaçais, on ne me prenait pas. Du coup, j'appelais. Et comme je jouais sur les mots, j'essayais de bien parler, tout ça, parce que c'est mon point fort sur ça. Du coup, j'appelais. À chaque fois, j'étais prise quand j'appelais. Genre ça, c'est un truc, la barbe, ça revenait tout le temps. Et la barbe... la barbe... Je jure, ça revient à chaque fois, ça, la barbe. On te dit quoi? Rase-la. Voilà. Et même quand, par exemple, on se retrouve face à on va dire, une conseillère pour l'emploi ou mission locale, elle va vous parler de ça. Elle va vous dire que c'est un frein et tout. C'était dur avec les entretiens d'embauche et tout parce que à chaque fois, on nous dit quelque chose et après, c'est jamais pareil. Par exemple, on nous dit non, c'est pas l'expérience qui compte, etc. De toute façon, vous serez formé, mais au final, c'est jamais ça. Quelle est ta situation? Aujourd'hui, j'ai 2 emplois. Donc après, je ne peux pas dire pour qui je travaille. Mais aujourd'hui, je m'en sors très bien par mes propres moyens. Et voilà. Est-ce que tu peux me dire quand même dans quelle branche? Ouais, je suis consultant et je travaille aussi dans la restauration. Donc, voilà, je fais ce que je voulais faire. Genre, je trouvais ce travail, genre, c'était là, c'était en septembre. Et genre, je faisais la même chose. Genre, j'ai fait les mêmes choses. Genre, pareil, je sortais avec mes CV et tout. Et j'ai rasé la barbe. Et je passe. D'un coup, comme ça a payé, genre. Il fallait bien qu'à un moment, ça... De toute façon, je me suis dit, genre, si
Si je trouve pas un travail, je ferai une dinguerie à côté, c'est obligé. Je peux pas, je suis resté 3 ans et demi sans... Et 3 ans et demi, on dirait, tu vois, ils se renvoyaient là-bas, genre mission locale, Pôle emploi, tac. Comment tu te projettes dans l'avenir? J'abandonne pas. En fait, de base, je voulais me... Enfin, comme j'ai plusieurs passions, j'aimerais bien faire du spectacle, enfin, faire les costumes, enfin, allier chant, danse et mode. Ben, avant, je voulais passer par ça, en passant par la mode. Je préfère maintenant passer par la danse, par le chant directement. Aujourd'hui, je me projette très bien, enfin, comparé à les années précédentes, on va dire. Je me projette très bien parce que là, j'ai une situation et j'ai une motivation personnelle aussi qui me pousse à y aller, à avoir ma place là où elle est, à la prendre de moi-même. Parce que si j'attends, ben, personne ne va me la donner. Je sais pas. Je vois l'avenir en me disant que voilà, déjà j'ai un travail, c'est un sacré avantage comparé à beaucoup de gens, qui c'est dans mon cas. Et que même si c'est pas énorme comme somme et tout, mais au moins c'est déjà ça. C'est déjà ça, surtout dans les temps qui courent et tout. Et après, ouais, après toute cette galère là, ces années et tout, ça me permet que là, par exemple, le travail que je fais, ben, je suis jamais en retard, je suis toujours rigoureux, je suis toujours... Et ça, il y a d'autres personnes qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas galéré, ben, ils n'ont pas ce recul sur le travail qu'ils font. Par exemple, ils vont faire un travail, ils vont bâcler et tout. Alors qu'ils savent pas qu'il y a dehors des gens qui aimeraient être à leur place, qui aimeraient... Donc pour l'avenir, je sais pas, mais en tout cas, je sais que voilà, là, je sais que genre, la vie, c'est pas un jeu, il faut être rigoureux et tout. Et que moi, si dans l'avenir, je suis à la place des employeurs qui ont refusé ma candidature et tout, je verrai les choses d'un autre point de vue. Rachid Zerkaoui, bonsoir. Vous êtes donc directeur adjoint du centre social La Castellane. Vous vous occupez de la gestion administrative, des équipes, mais vous supervisez aussi en amont les projets d'insertion professionnelle. Karim Dadou, vous êtes médiateur à la DAP 13. Auparavant, vous travaillez pour l'association de... déjà on va poser la DAP 13, c'est une association de prévention, de médiation et d'insertion par l'action professionnelle. Et donc avant, vous étiez à l'ADELI, qui est un atelier... Oui, tout à fait. Qui est un atelier de chantier d'insertion. Pour en arriver là, vous avez vous-même eu un parcours mouvementé, mais vous allez pouvoir nous le raconter. Lucille Ranger, bonsoir. Vous êtes booster. Alors, est-ce que... Alors, c'est pas le scooter, hein, c'est pas la même chose. Boosteuse, on peut le dire. Bon, est-ce que si on l'explique par coordinatrice, ça fonctionne? Allez, alors coordinatrice pour Impact Jeune, qui est donc un programme de la Fondation des apprentis d'Auteuil, qui vise à mettre en relation les jeunes et le monde du travail. Et vous travaillez plus particulièrement sur Félix Piat. Et Thierry Berthet, donc bonsoir. Vous êtes vous politiste, directeur de recherche au CNRS et directeur du LEST. Donc le LEST, c'est le laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Et vous avez fait des travaux sur le décrochage scolaire et sur les politiques publiques de l'emploi. Alors, peut-être qu'on peut commencer par une petite réaction à la vidéo que vous venez de voir. On peut peut-être commencer par vous, Rachid Zerkaoui. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro. Les jeunes qu'on vient de voir, alors ils ne sont pas de la Castellane, hein, il y en a aucun, mais peut-être qu'ils pourraient l'être. En tout cas, c'est des témoignages qui sont bien différents. Et quand je vous ai eu au téléphone et qu'on préparait ce débat, vous me disiez que non, il n'y a pas de portrait robot du jeune qui galère à trouver un emploi ou du décrocheur, mais que c'est des parcours qui peuvent être très différents. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, enfin moi, lorsque je revois le parcours de ces jeunes sur ce petit court-métrage, je revois exactement la plupart des jeunes de la Castellane, de nos territoires dits de zones prioritaires. Mais là où je suis agréablement surpris, je veux dire même conforté dans mes convictions et dans les motivations qui sont les nôtres au quotidien, c'est de voir qu'on a encore des jeunes qui y croient et malgré les difficultés, ils ont
pour la plupart, cette foi en eux et cette motivation qui les pousse à aller décrocher ce à quoi ils croient. Et je voyais la petite ouf, la jeune demoiselle qui se lance dans les métiers de la mode et que je motive et à qui je donnerai toute l'aide pour la surmotiver, de continuer et surtout de persévérer là-dedans et d'oublier tout ce qui peut se faire à côté sur la grossophobie et tous les a priori qu'on peut avoir et au contraire de croire en elle et de se faire accompagner parce que on est la plupart de ces jeunes-là ont souvent besoin d'être conseillés, d'être accompagnés, orientés, parce que la plupart d'entre eux, un certain nombre, en tous les cas Bilal je crois, parlaient de cette orientation, qui mettait du temps à prendre son chemin, donc il met quand même 3 ans et demi pour se lancer. Et puis c'est peut-être toutes ces questions liées à la préparation de nos jeunes, à la préparation en amont, longtemps en amont. Alors je ne sais pas si c'est au début du collège, est-ce qu'on doit aller à l'école primaire pour parler de ces questions-là. J'espère pas. Mais en tous les cas, je crois que les questions d'orientation pour ces publics-là sont au cœur du problème. Et il va surtout bien falloir s'y pencher et peut-être trouver des solutions ou des méthodes autres que celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Alors, vous me disiez, voilà, en fait, ce qui est important, c'est donc d'adapter le projet, les propositions qu'on va faire à ces jeunes en fonction de ce qu'ils sont, en fonction du parcours qu'ils ont parcouru. Thierry Berthet, est-ce que peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut un petit peu poser le paysage. Voilà, je demandais à Rachid il n'y a pas de portrait robot du jeune qui galère, qui vient d'un quartier prioritaire et qui galère à trouver un emploi. Comment dire? En fait, ça peut être des gens qui sortent très tôt de l'école, comme des gens qui ont des diplômes et qui se retrouvent bloqués à la porte du monde du travail. Est-ce que c'est possible de brosser un petit peu ce paysage? On peut essayer. Rapidement, moi je l'ai trouvé super votre vidéo. C'est des enfants, c'est des jeunes Marseillais, mais j'ai rencontré les mêmes à Cholet, à Creil, à Melun-Sénart, à Agen, dans des milieux extrêmement divers qui peuvent être des milieux ruraux, semi-ruraux, urbains. Et donc il y a un vrai problème global, un peu transversal sur la jeunesse. Et sur la jeunesse en particulier qui a des difficultés scolaires, parce que quand même avoir un diplôme ou pas avoir de diplôme, ça fait quand même une sacrée différence. Donc je peux vous sommer des chiffres là-dessus. On n'est pas très bon de manière générale par rapport à l'Union européenne, par exemple. Si on prend la moyenne de taux de chômage des jeunes en Europe, on est largement au-dessus. Je pense qu'elle doit être aux alentours de 16% en Europe et on doit être quelque part aux alentours de 22%. On est déjà au-dessus de la moyenne européenne. Et puis, il y a tout ça. Alors, vous voulez des chiffres? Un petit peu, mais pas trop. Non, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que pour 80% des jeunes qui vont sortir sans qualification du système scolaire, leur premier boulot, c'est un CDD. 80%, c'est énorme. Il y a des enquêtes qui ont été faites par le CEREC, qui est à Marseille, et dont il y a des collègues dans la salle, qui ont montré que 3 ans après la sortie du système scolaire, les jeunes sans qualification, il y en a 50% qui sont encore au chômage, pas loin de 50%. Ils gagnent moins. Et de manière assez étonnante, 3 ans après la sortie du système scolaire, ils gagnent moins que quand ils sont sortis. C'est-à-dire que des jeunes qui sortent sans diplôme, ils gagnent aux alentours de 1070 € de salaire médian. 3 ans après, ils gagnent 1065 €. C'est-à-dire ces 5 €, c'est pas grand-chose. Il y en a qui ont fait sauter ça sur les APL il y a quelques temps. Voilà.
Mais quand même, si on regarde un bac plus 2, par exemple, il va démarrer à 1200 € et 3 ans après, il va être à 1400 et des brouettes. Donc lui, il va monter en salaire quand les jeunes sans qualification vont stagner à des niveaux extrêmement faibles. Si on regarde maintenant dans des zones plus en difficulté, dans les quartiers prioritaires de la ville, en particulier ceux de PACA, vous l'avez dit, il y a 23% des jeunes qui ont quitté l'école sans diplôme, quand la moyenne française, elle est en dessous de 10%, puisqu'on a déjà atteint notre objectif qui nous a été fixé par l'Union européenne de passer sous 10% à 2020. On doit être quelque part aux alentours de 9%, 8 et quelques pourcents. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les jeunes en situation de décrochage, et pas les décrocheurs, parce que c'est pas une qualité, en fait, quitter le système scolaire, c'est un processus, c'est l'aboutissement d'un processus. Ils sont que 24% à occuper un emploi, les jeunes de PACA, des quartiers prioritaires de la ville, alors que les jeunes qui sont en situation de décrochage en dehors de ces quartiers, ils sont 42% à être en emploi. Donc c'est quasiment le double, quoi. Donc il y a véritablement il y a un problème jeunesse, il y a un problème lié aux quartiers populaires, aux quartiers défavorisés, à l'évidence. Alors, donc, on a posé les choses. Je crois qu'on peut clairement dire que quand on vient d'un quartier difficile, c'est plus difficile de trouver un emploi. Lucille Ranger, vous faites la passerelle entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes à Félix Piat, en bas des tours, vous m'expliquez, pour essayer de convaincre ces jeunes de postuler pour trouver un emploi, pour une formation. Et en même temps, vous devez convaincre les employeurs d'embaucher ces jeunes ou de les accueillir pour des portes ouvertes, par exemple. À votre avis, ces deux mondes, vous m'expliquez qu'ils ne se comprenaient pas vraiment. D'où vient le problème? D'où vient le blocage? À quel niveau? Je pense que c'est vraiment un manque de communication. Il y a un blocage, un manque de reconnaissance, de se reconnaître dans l'autre, d'être accepté, d'être écouté, même de lier vraiment on en parlait tout à l'heure, une amitié. Certaines, les recruteurs, souvent ce qu'ils nous disent, oui, nous, on veut recruter quand même des personnes, voilà, derrière les diplômes, les compétences, les qualifications, on veut quelqu'un dans une équipe de travail. Et puis au final, ils recrutent sous forme d'un entretien d'embauche avec un CV, une lettre de motivation, où bien sûr il y a l'adresse. Donc finalement, la rencontre, elle se crée jamais de manière un petit peu simple, pas procédurale. Et du coup, les jeunes, d'un autre côté aussi, ils sont convaincus que ce monde-là, il n'est pas accessible à eux, que la société, elle les attend pas, et que du coup, ils se ferment aussi leurs portes parce qu'il n'y a jamais à un moment quelqu'un qui est venu pour leur dire raconte-moi, parle-moi de ton parcours et moi je veux bien t'écouter, et ça me dirait, tu as des compétences, tu as des choses que tu sais faire. Et du coup c'est devenu très procédurier, très froid, et donc nous on va essayer peut-être d'avoir autour de nous des employeurs qui acceptent d'aller rencontrer des jeunes sous d'autres formats. Après, le problème, c'est que les employeurs qui acceptent de faire ça, souvent, c'est pas non plus les projets que les jeunes souhaitent. Donc, il y a toujours ce problème de faire le lien entre les projets des jeunes, ce qu'ils ont vraiment envie de faire, et aussi les entreprises qui s'engagent. Et après, c'est vrai qu'on va aussi pousser quand même les jeunes à aussi rentrer dans ces procédures-là. À un moment donné, ça fonctionne aussi comme ça. C'est malheureux, mais voilà, il faut postuler, pas lâcher, il faut appeler, ensuite se présenter physiquement. Et quand c'est des jeunes qui ont souvent subi beaucoup d'échecs, c'est beaucoup plus dur pour eux de faire toutes ces démarches qui sont un réel travail en soi, de chercher du travail, quoi. Merci. Karim, est-ce que ce que dit Lucille, c'est quelque chose qui vous évoque votre propre parcours, votre expérience? Je crois que vous avez aussi pas mal galéré à trouver un emploi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours? Bonjour à tous, ou bonsoir. Moi, j'ai passé 2 CAP, un CAP cuisine et un CAP agent polyvalent de restauration.
j'ai un BAFA. Comment vous expliquer, j'ai été orienté en troisième. J'ai fait un stage en troisième en cuisine. La conseillère d'orientation m'a conseillé plutôt d'aller en cuisine. J'ai fait en tout 3 années de CAP pour avoir les deux. Par la suite, j'ai passé le BAFA. Alors, la dernière fois, quand on s'est eu au téléphone, vous me parliez vous m'avez dit quelque chose qui est assez évocateur, c'est j'étais destinée à la cuisine. Mais alors, quand en fait, la cuisine, c'était pas forcément ce que vous aviez envie de faire. C'est ça. Et la cuisine, je préfère la faire chez moi. Oui. Voilà, c'est ça. Thierry Berthet, dans vos travaux, vous parlez d'une déscolarisation encadrée. Est-ce que le parcours de Karim, c'est un petit peu ça? C'est bon, en fait, tu vas sortir de l'école et on va te faire une formation courte. Il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit Karim qui sont super intéressantes. Il y a cette idée d'être orienté. C'est pas qu'on s'oriente, c'est qu'on est orienté, un peu comme on est puni. Alors, on voit bien, les conseils d'orientation sont une des professions pour lesquelles on a le plus de griefs en France et qu'on n'aime pas trop. En général, les appellent les conseillers de désorientation. Ils ont tous des mauvais souvenirs de leur conseil d'orientation, sauf que quand on leur demande qui a joué un rôle dans leur orientation, souvent, on va retrouver le conseil d'orientation, généralement après les parents. Quand même. Donc il y a aussi un rôle très important des parents dans les choix d'orientation. Le problème, c'est on oriente les gens par rapport à une forme de réalisme. Ce que tu veux faire, c'est pas réaliste. Tu veux être pilote d'avion, non, tu peux pas. C'est pas réaliste parce que tu n'es pas dans la filière qu'il faut. Puis comme dans le reportage, on est toujours dans des filières professionnelles. Hein, on n'est pas dans la filière générale, etc. Donc on oriente les gens vers la filière professionnelle et en essayant de les convaincre que les choix qu'on fait pour eux sont les bons. Et au fond, que ce qu'eux ont envie de faire, que ce soit la cuisine, que ce soit n'importe quoi d'autre, finalement, au vu de ce qu'on sait du marché du travail, alors après, on peut discuter longtemps sur ce que les conseils d'orientation connaissent du marché du travail, etc. Mais on peut aussi discuter du fait qu'ils doivent suivre en moyenne 3000 jeunes, ce qui est absolument invraisemblable pour pouvoir les orienter vraiment. Hein. Et ils sont de moins en moins nombreux, et le ministère de l'Éducation nationale est en train de les étrangler petit à petit. Depuis 1991, hein, c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui, ça date de cette période-là. Donc on a abandonné l'orientation scolaire en France, clairement. Aujourd'hui, il y a quasiment la moitié des conseillers d'orientation, ils sont sur un statut précaire. Donc c'est extrêmement difficile de faire un vrai travail d'accompagnement et de conseil en orientation auprès de jeunes qui ont peut-être effectivement des fois du mal à se situer par rapport à des métiers qui ne sont pas toujours très faciles à connaître, à voir, à découvrir. Surtout quand on a 14 ans. Surtout quand on a 14 ans, et c'est là qu'on vous oriente, parce que ceux pour qui ça va bien, on ne les oriente pas. Hein. Ils tracent leur route, quoi. Donc voilà, il y a un problème systémique quand même autour de l'orientation en France, de l'orientation scolaire, puis de l'orientation professionnelle, parce qu'on n'arrête pas de nous parler d'orientation tout au long de la vie, mais on peut aussi parler de l'orientation des salariés ou de l'orientation des demandeurs d'emploi. Alors pour les salariés, c'est un peu à part, mais pour les demandeurs d'emploi, c'est un peu la même logique. C'est des logiques où on prescrit en fait des choses aux individus plutôt que de les aider à construire leur choix par rapport à ce qu'ils ont envie de faire réellement, quoi. Rachid, vous me parliez vous aussi d'exemples où, là c'était un jeune qui avait des diplômes, mais à qui on a dit non, toi tu vas pas faire des, non, qui n'avait pas de diplôme, qui avait les notes nécessaires pour pouvoir continuer en filière générale et qui a été directement orienté vers une filière professionnelle. Alors moi, sur cet exemple-là, qui est quand même un exemple assez frappant et à la fois qui m'interpelle énormément, dans le sens où
On parle de territoire, de zone, déjà bon, le terme en lui-même, hein, zone d'éducation prioritaire, on parle de zone. Donc quand on parle de zone, on parle de ghetto. Et quelque part, on a des établissements qui sont dépassés. Enfin, je veux dire, l'éducation nationale elle-même dans ces territoires-là, la plupart des professeurs éprouvent d'énormes difficultés quant à motiver leur classe, à déjà maintenir une classe. Et c'est quelque chose au niveau du collège Henri Barnier. Mais le problème, ce que je disais tout à l'heure un petit peu au téléphone, c'était que on a besoin peut-être de cette mixité, que ces jeunes-là puissent être confrontés à d'autres jeunes qui n'ont pas la possibilité de côtoyer au quotidien. Là, le souci, c'est qu'on a le sentiment que c'est la bande de potes, la bande d'amis, qui passent de la cité, qui passent à la classe, et donc sans réellement rencontrer d'autres jeunes, d'autres horizons, avec une autre éducation, une autre façon peut-être de réfléchir et de partager ce qui existait à l'époque dans les quartiers. Donc à mon époque, alors je ne vais pas vous dire qu'avant c'était mieux et faire la rengaine mais oui, certainement sans conteste, oui, il y avait cette réelle mixité dans les territoires, dans les quartiers, et on avait des gens issus de différentes classes sociales, et les établissements scolaires étaient, on était des gamins, on venait d'horizons tous divers et variés. Mais on était des camarades, des potes, des amis, et on a eu comme ça une scolarité, que ce soit au primaire, au collège, ou ceux qui ont eu la chance de poursuivre donc au lycée, qui était un réel mélange et qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réellement des territoires avec un taux de précarité, de pauvreté extrême, et où finalement les gens ont ce sentiment que pour s'en sortir, c'est de plus en plus difficile. Alors déjà pour les parents, et puis après pour les jeunes. Et les jeunes, quand ils se lancent déjà eux-mêmes dans le parcours de recherche d'emploi ou autre, ils se retrouvent avec déjà tout l'historique et toute l'expérience du papa et de la maman, et qui eux-mêmes, finalement, avant même de s'être lancés, ils ont déjà la motivation qui en a pris un sacré coup, quoi. Et donc là, alors là on rentre peut-être dans éventuellement les solutions de qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais c'est ce qui est peut-être prévu dans notre partie. Mais moi, ce jeune homme, par exemple, que je vous présentais tout à l'heure, il était en classe de 3e, donc au collège Henri Barnier. Durant son année, le conseiller d'orientation donc lui suggère d'émettre les fameux vœux d'établissement qu'il souhaitait pour la rentrée suivante. Et donc les 3 vœux, c'était 3 lycées professionnels. Donc dans l'esprit du conseiller d'orientation, il n'était pas possible que ce jeune puisse se retrouver au lycée Saint-Exupéry. Donc le conseiller de classe, donc au terme de son année scolaire, au vu de ses résultats, le conseiller de classe valide son passage en seconde. Le souci, c'est que les vœux qu'il avait formulés étaient ceux d'établissements professionnels. Et donc son papa vient me voir avec son fils et me dit « Je comprends pas, mon fils est admis, devrait passer en seconde et on me demande de l'inscrire donc dans un lycée professionnel qui était, je crois, à la Floride. » Et je lui dis « Mais qu'avait dit le conseiller de classe ?» Il me dit « Non, mais il est admis, il passe en seconde. » Donc j'appelle le
le responsable d'établissement, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, donc en me disant que c'était juste un petit problème administratif qui allait se résoudre. Et puis non, j'ai été face à quelqu'un qui n'en démordait pas et qui disait non, il a formulé ses vœux et il ira en établissement professionnel et il n'aura pas sa place au lycée puisqu'il y a une liste d'attente longue et sur laquelle il n'aura certainement pas sa place. Résultat, il s'est retrouvé donc à la rentrée, la fameuse rentrée scolaire. Il fait peut-être un mois ou deux donc dans ce lycée de la Floride. Donc déjà, c'est un peu le parcours pour s'y retrouver, donc en partant de la Castellane pour se retrouver dans le 14e. Et il lâche, donc il décroche totalement. Et puis il se retrouve en déshérence totale, dans le quartier. Donc on essaie de le reprendre, d'essayer de le remotiver, mais ça y est, quelque chose avait cassé, quoi. Et c'était fini. On pouvait plus On a essayé de voir s'il y avait quelque chose à faire avec le lycée professionnel de Bernex. Mais je crois que le ressort, sa vie s'est retrouvée peut-être cassée sur cette décision, sur cette façon dont il a été orienté. Et pour moi, ça reste quelque chose j'en parle encore aujourd'hui, alors que ça date déjà de quasiment une dizaine d'années. Donc on a l'exemple là même de la discrimination dès le plus jeune âge, dès l'école. Karim, toi, aujourd'hui, tu travailles autour d'établissements scolaires, autour de lycées, et tu me disais que tu te sers de ton expérience pour parler à ces jeunes. Est-ce que tu peux nous dire quels mots tu utilises et qu'est-ce que tu dis aux jeunes que tu vois et qui sont qui peuvent être sur le point de décrocher ou... Déjà, je leur dis déjà de foncer et de croire à leurs rêves. Et il y a plein d'élèves qui me disent oui, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ils n'ont pas ils n'ont pas d'objectif en troisième. Pour moi, je pense qu'il faudrait soit parce qu'ils ont 2 semaines de stage en troisième. Moi, il faudrait plus 2 semaines de stage et de commencer dès la quatrième. Et l'orientation, normalement, devrait commencer au lycée. Parce qu'à 14 ans, on ne sait pas quoi faire. À 14-15 ans, on ne sait pas quoi faire. C'est exactement ce que dit Bilal dans la vidéo, et il le répète, il dit à 14-15 ans, on ne sait pas où on va, quoi. Et moi, les jeunes, quand ils me demandent j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas les moyens et tout, je dis crois à tes rêves et fonce. Parce que c'est mon expérience. Alors, tu me disais aussi que tu leur disais de ne pas se laisser dicter les codes. Thierry Berthet, je crois qu'on est un petit peu là dans la question de l'intériorisation du problème. Pardon, oui. C'est vraiment une question, je suis d'accord. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui... Si vous voulez, on a un peu l'impression que l'emploi, c'est devenu le sésame de l'insertion sociale, de l'intégration, du bien vivre ensemble, tout passe par l'emploi. Et en même temps, il y a un discours de plus en plus individualisant où, au fond, si les gens ont des problèmes pour trouver du travail, s'ils ont des problèmes pour se maintenir en emploi, c'est avant tout de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à maintenir leur employabilité, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes démarches, c'est parce que... Alors qu'on voit bien, à travers l'exemple que Rachid a donné, qu'il y a des logiques de système. C'est-à-dire qu'il y a l'orientation, d'accord, mais il y a l'affectation, c'est-à-dire après, il y a un nombre de places vacantes dans les établissements, et puis on va balancer les gens là où il y a de la place, concrètement. Donc les jeunes qui font 1 vœu, 2 vœux, 3 vœux, même s'ils sont mal construits, c'est quand même eux qui les ont faits, mais quand ils se sont fait planter leur premier, leur deuxième, et qu'on leur donne leur 3e vœu,
Eh ben, en général, on sait très bien que sur les statistiques, par exemple sur le décrochage scolaire, très souvent on va avoir du décrochage qui est produit parce qu'on en est rendu au 3e vœu. Voilà. Et quand on décroche, ou quand on est décroché, Oui, je crois que vous parliez plutôt d'abandon. Vous préférez ou quand on abandonne l'école, ou quand l'école nous L'école nous abandonne. abandonne. Voilà. Eh ben, avant de chercher une solution, il se passe du temps. Il se passe en moyenne 28 mois. En fait, les calculs qu'on a faits, c'est qu'entre le moment où on quitte l'école et le moment où on commence à chercher une solution, que ce soit une solution en emploi ou que ce soit une solution de retour à l'école, et retourner à l'école, c'est pas simple. Quand on l'a quitté depuis 2 ans, quasiment 2 ans, il se passe 28 mois. Donc là, il y a un énorme souci par rapport à ça aussi. Lucille, donc vous ne travaillez pas autour des établissements, mais vous me disiez, je vais plutôt en bas des tours. Je vais proposer, expliquer qu'il existe des dispositifs, qu'il existe des formations et donner de l'information. Face à qui vous trouvez? Alors en général, quand je décide de faire du travail de rue, que j'essaie de faire toutes les semaines, parce que c'est nécessaire d'aller apporter un message assez positif en disant que il y a toujours des formations, on peut toujours trouver peut-être la formation qui lui correspond ou l'emploi qui lui correspond. Je le fais parce que je sais qu'il y a peu, le service public de l'emploi aujourd'hui, on ne le missionne pas pour le faire, d'aller vraiment porter ce message-là. Des fois, j'essaie de le faire aussi avec des entreprises. Et souvent, ce que j'essaie de faire, c'est que on sait que les jeunes qui vont être justement en bas des blocs et qui sont là souvent parce que ils discutent entre collègues ou pour d'autres raisons plus illicites, ils parlent pas d'emploi. Et du coup, donc rien que le fait de venir et de parler de ces sujets-là, souvent, en fait, ils se donnent plein de coups de pouce entre eux et ils se racontent leur parcours, ce qu'ils ne racontent pas forcément. Donc ça, déjà, c'est en fait juste créer le cadre pour que ce soit des questions qui soient évoquées. Et souvent, c'est assez positif. Justement, on se rend compte qu'ils ont une capacité à rebondir qui est assez impressionnante. Et je viens aussi avec des propositions qui sont assez concrètes, c'est-à-dire que je sais à peu près les jobs alimentaires où on peut être vite embauché, vite recruté. Souvent, il y a des agences d'intérim qui m'appellent, qui me disent j'ai besoin de jeunes assez rapidement, on va avoir des besoins de recrutement. Donc là, c'est vrai que tout de suite, ça leur plaît. Après, du coup, notre crainte, à la fois, ça a un effet positif et parfois négatif, ça dépend des jeunes. Il y en a qui ont arrêté, par exemple, l'école en 5e, et puis d'un coup, ils ont une petite mission, ils font leur première expérience professionnelle, et là, ça les rebooste au taquet, genre ah ouais, ça y est, je veux devenir ingénieur et tout, j'ai envie de reprendre mes études, je suis à fond. Ou alors, au contraire, il y en a qui, justement, parce qu'ils ont peut-être le bac, et puis, c'est tellement difficile de trouver après une alternance ou poursuivre les études. Ils vont justement trouver un job alimentaire. Et là, le risque, c'est justement qu'ils restent dans ce confort-là et qui, du coup, ne visent pas encore plus haut. Et donc, des fois, c'est à double tranchant d'avoir cette approche-là avec des offres concrètes ou assez rapides. Voilà. Alors, il y avait l'histoire de Karine, tu disais, il ne faut pas qu'on nous dicte nos codes, parce que ce que tu disais aux jeunes, il ne faut pas que vous laissiez dicter vos codes. En même temps, je pense à Rachid, vous me parliez d'ateliers que vous faites au sein du centre social de la Castellane, où c'est justement des ateliers où on apprend les codes du monde du travail. Alors, sur les programmes et autres services qu'on essaie de proposer, dans la manière dont on a envie, surtout d'accompagner, et surtout d'aider la plupart des jeunes à une meilleure préparation et à une façon plus organisée
de chercher du travail et de s'inscrire réellement dans un parcours de réinsertion professionnelle, il est impératif d'avoir déjà pour nous, qui sommes une structure d'accueil, d'accompagnement, c'est de créer cet espace d'échange et de confiance quelque part, dans la recherche de qui est la personne que nous avons en face de soi, quel est son projet, quelle est réellement sa recherche, parce que ça part dans tous les sens. Hein. C'est quelqu'un qui, jeune, peut arriver en disant voilà, moi je cherche du travail, mais il lui-même ne sait pas dans quel domaine et quel type de boulot il voudrait. Il n'a pas de bagage, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de CV, il ne sait pas utiliser un ordinateur. Et donc voilà, on essaie un petit peu d'analyser tout cela, de les remettre un peu dans le bon ordre et surtout d'essayer de mesurer son degré de motivation. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de rentrer, de pousser la porte et de se dire voilà, je cherche du boulot, je cherche une formation, et puis en un claquement de doigts, tiens, voilà, tu as cette formation-là, tu as cette mission-là. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est tout un parcours, c'est toute une mesure de la motivation et du degré de motivation de chacun. Donc c'est beaucoup d'allers et venus, d'allers-retours, c'est leur participation à différents ateliers de préparation. Ça va être à l'initiation informatique pour ceux qui en ont besoin. Ça va être un travail lié donc à leur curriculum vitae, à déjà leur apprendre ce qu'est une lettre de motivation, leur faire comprendre aussi pourquoi une lettre de motivation. Donc ils ne comprennent pas toujours pourquoi on doit accompagner le CV d'une lettre qui pour eux est devenue une espèce de lettre bateau, quoi. Et puis à la fois c'est aussi essayer de chercher en eux, de les valoriser par rapport à ce qu'ils sont. On veut pas qu'ils jouent un rôle. Il faut qu'ils soient eux-mêmes, mais on essaie de leur dire qu'il y a aussi des choses qu'il faut apprendre sur la posture qu'on peut avoir, sur un certain nombre sur le vocabulaire qu'on va utiliser, sur la façon dont on aura à se vendre. Et donc on a, à travers le théâtre, on l'a fait comme ça pendant quelques années, donc avec des jeux de rôle, de les mettre en situation aussi d'entretien, donc de réel entretien, de les filmer, et puis comme ça, quand ils se revoient à l'image, c'est de suite assez... ils arrivent à voir par eux-mêmes là où ils ont été bons et là où ils ont été totalement à côté. Et vous me parlez aussi dans des choses qui sont très pragmatiques, hein, donc d'ateliers, ou en tout cas on travaille sur l'apparence, sur la tenue vestimentaire, et vous me disiez voilà, un jeune qui arrive en survêt, basket, casquette, la panoplie totale, on va lui dire que, alors pas du premier abord parce qu'il faut instaurer une certaine relation de confiance, mais que c'est pas possible de se présenter comme ça chez un employé, ou alors là c'est peut-être moins pour les jeunes, mais pour par exemple, vous citiez le cas de mamans qui se mettent pas assez en valeur, qui se maquillent pas assez ou trop. Je crois qu'on est là, on met les gens dans des cases, on essaye de les faire correspondre au monde de l'emploi. À l'inverse, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir un levier d'action sur les employeurs? Peut-être Lucille, vous qui êtes entre ces deux mondes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire du côté des recruteurs? Oui, je pense qu'il y a en effet une rencontre à créer, et au niveau des recruteurs et au niveau de même la société civile en général, d'aller justement... souvent, on dit les quartiers nord et les quartiers nord, on rabâche tout ça, c'est connu dans toute la France. À un moment, il faut peut-être justement aller voir et se faire une idée, quoi, aller à la rencontre des gens et se rendre compte que, bah oui,
il y a des fantasmes autour de ces populations-là et que du coup, l'entreprise en a énormément aussi. Après, je pense que dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde des associations, des institutions, c'est vrai que c'est un endroit où voilà, on est là aussi pour travailler, pour acquérir des compétences. C'est quand même un cadre assez sérieux. Je pense qu'il faut quand même garder un cadre et une posture. Enfin, pour moi, ça me semble important. Surtout que on est dans les cités, et moi je vois souvent à Félix Piat, c'est que parfois ça peut être hyper violent de devoir s'adapter à ce cadre-là, mais je pense qu'il faut l'accompagner aussi, parce que ça me rend vraiment parfois super en colère de voir que il y a des jeunes filles, elles viennent ou des garçons, ils viennent à des rendez-vous que je leur fixe à 17h et ils sont pas habillés, quoi. Ils sont pas lavés, ils sont pas sortis de chez eux. L'adaptation ne pourrait pas venir de l'autre côté, du côté des recruteurs. Vous me disiez que, donc en fait, vous travaillez en plusieurs étapes. La première, c'était d'instaurer une relation de confiance avec les jeunes avec qui vous travaillez. La seconde, c'était plutôt de travailler avec les associations. Et que la troisième, celle que vous amorcez actuellement, c'était de faire ce travail-là de médiation, si on peut dire, avec les recruteurs, et que finalement, c'était la partie la plus difficile. Oui, alors c'est sûr que c'est difficile qu'ils cassent leur vision très carrée de vouloir toujours recruter un petit peu le mouton à 5 pattes. Enfin, souvent, les personnes en charge du recrutement, elles font des fiches de poste qui sont idéalistes, bien sûr, et elles ont du mal à, du coup, peut-être prendre le temps de tester la personne en situation de travail, ou de l'accueillir aussi, pour des phases, pour des tests. Et toujours, elles vont en effet, chercher quelqu'un qui soit hyper qualifié, hyper performant rapidement, parce que l'entreprise a aussi ses contraintes économiques et son fonctionnement par objectif. Et après, par contre, là où les entreprises peuvent parfois, celles avec qui qui sont engagées auprès de nous par différents moyens, souvent on voit des salariés ou des recruteurs qui sont prêts à eux aussi faire tomber leur code. Ils sont convaincus qu'en effet, recevoir un jeune en costard cravate, ça peut être hyper impressionnant. Et donc souvent, nous, on organise des soirées en fait où il y a un réseau qui se crée autour de un match de foot entre jeunes et salariés, match de basket, ou réalisation d'une fresque où tout le monde est habillé avec des habits de peinture. Et là, c'est vrai que tous les codes, ils sont cassés, et la rencontre, elle se crée beaucoup plus facilement. Donc oui, moi, je suis pour, en effet, que les entretiens d'embauche se fassent, soit tout le monde en tenue décontractée, pourquoi pas, dans un cadre précis. Mais après, je pense que dans le monde du travail, c'est quand même bien d'avoir un code, d'être un peu sérieux quand même. Alors, on a beaucoup parlé du terrain et des ressentis. Il y a aussi des politiques publiques qui sont censées être mises en place pour pallier à ce problème de ce qu'on appelle l'insertion. Thierry Berthet, peut-être qu'on peut faire un petit point sur... alors, on ne va pas tous les lister, mais sur les politiques publiques qui sont mises en place et qui peuvent aider à l'insertion professionnelle des jeunes issus des quartiers prioritaires. Les politiques publiques, elles sont nombreuses depuis les premiers plans jeunes qui doivent dater du gouvernement Barre, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu la création des missions locales en 82. Alors c'était assez rigolo parce que d'abord ça devait être provisoire dans l'esprit de la personne qui les a créés, Bertrand Schwartz, et pour le ministère du Travail c'était surtout une façon de faire chier la NPE à l'époque, de créer un dispositif pour les jeunes, c'est-à-dire on leur piquait un public comme ça et ça faisait râler la NPE. C'était plutôt drôle, quoi. Sachant que pour le ministère du Travail, l'emploi des jeunes à l'époque, c'était vraiment pas le problème. Début des années 80, ils avaient des plans sociaux par-dessus la tête. Voilà.
Alors, je ne vais pas vous faire la liste des Non, alors, dispositifs peut-être d'action que- publique qui peut-être que existent. sur la il y en a mission une locale, blinde. on peut parler de la garantie jeune. On peut parler de la garantie jeune. La garantie jeune, c'est intéressant parce que c'est un des premiers dispositifs qui donne un revenu à des jeunes sans passer par leurs parents ou sans passer par un dispositif support, une association. Voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que ça leur donne une vraie liberté d'action. Après, on peut discuter de l'accompagnement vers l'emploi qui est fait derrière. Et puis, c'est un dispositif qui est orienté vers la mise au travail. C'est pas un dispositif qui est là pour aider les gens à trouver leur parcours, à construire un projet, à se projeter, etc. Donc, mais la garantie jeune, c'est un dispositif très intéressant, un dispositif européen au départ, et qui a été adapté en France. Les deux pays qui avaient au départ le plus investi sur la garantie jeune, c'était la France et l'Italie, où ça a donné des résultats intéressants aussi. Aujourd'hui, il y a 15 milliards sur la table, au titre du programme d'investissement sur les compétences que le gouvernement a mis en place, qui est censé accompagner les jeunes sortis sans diplôme du système de formation vers l'obtention d'un premier diplôme ou les chômeurs de longue durée. Donc là, il y a toute une série de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça foisonne un peu de partout sur des dispositifs, par exemple, de repérage des jeunes dits invisibles, c'est-à-dire ceux qui sont suivis par aucune structure, qu'on ne sait pas trop où ils sont, etc. Donc là, il va y avoir tout un travail qui est fait par rapport à eux. Ça donne un peu de souffle aux acteurs locaux. En fait, très souvent, ce qui fonctionne, dans toutes les structures du type mission locale, centre d'action sociale, association, etc., les gens ils sont super motivés, ils savent comment s'y prendre, ils connaissent les jeunes avec lesquels ils travaillent, il faut juste leur faire un peu confiance et leur donner des moyens. Ça a été fait par le fonds d'expérimentation pour la jeunesse quand Martin Hirsch était au commissaire à la jeunesse, et on a bien vu qu'il y a plein de choses d'expérimentation extrêmement intéressantes qu'on fleurit, sauf que ça a duré 3 ans et au bout de 3 ans, pouf, on a coupé les crédits. Et donc, il n'y a rien de pérenne qui s'est mis en place et qui a donné des solutions un peu durables. Et là, il est en train de se repasser la même chose avec ce PIC, là, ce programme d'investissement sur les compétences. Il faut espérer qu'on va trouver des moyens de financement et donner un peu de confiance aux acteurs locaux, parce qu'au fond, la lutte contre le décrochage scolaire, c'est les gens qui sont en première ligne, qui connaissent le mieux le problème et qui savent le mieux trouver les solutions, si possible, en associant les jeunes à la démarche. Et si possible en associant ceux qui ne sont pas là non plus ce soir sur le plateau, à savoir les entreprises, où effectivement là, il y a tout plein de problèmes sur les apparences physiques. Moi, ça me faisait penser aux jeunes tout à l'heure avec l'histoire de la barbe. Moi, je croyais que c'était à la mode, la barbe. Enfin, je vois des barbiers, ça fleurit de partout, c'est hipster en diable, mais c'est pas hipster pour tout le monde. On dirait la barbe, hein, ça doit pas être la même barbe. Avoir la bonne coupe. Et donc effectivement, il y a plusieurs dispositifs qui mais très peu de bilan au final, hein, ou en tout cas de bilan positif. On peut aussi évoquer l'anonymisation du CV, qui a été un temps mis en place, mais finalement jamais généralisé pour en fin de compte être supprimé. Et je pensais aussi aux emplois francs. Alors, Rachid, c'est vous qui me parliez de ça tout à l'heure, enfin des zones franches plus précisément. Je crois que vous aviez un avis sur cette question. Enfin, un avis, je pense que c'est l'avis un peu qui est partagé par tous les collègues qui travaillent sur ces territoires et sur le territoire nord-littoral. La zone franche qui est installée depuis plus de 25 ans, enfin quasi 30 ans, est devenue une zone assez importante où pas mal d'entreprises se sont installées. Il y avait une réglementation, il y avait, les politiques ont quand même essayé de motiver un certain nombre d'entreprises à venir s'installer dans ces territoires et en leur demandant de jouer un petit peu le rôle avec notamment 20% des effectifs qui devaient être issus des quartiers voisins. Bon, malheureusement, ce que je déplore un petit peu, c'est le fait de ne pas avoir eu quelque part des retours chiffrés sur ce qui a été fait, comment les choses ont été réalisées durant la première décennie notamment. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, ces entreprises sont installées, les aides qu'elles ont pu avoir, certaines, quand elles sont arrivées au terme,
des aides qui leur étaient octroyées, elles ont fini par repartir vers d'autres zones, et certains sont restés. Mais le constat qui est resté, et qui est celui que nous acteurs au quotidien, c'est de se dire, on a vu arriver cette initiative comme un élément booster, qui allait permettre donc à des familles, à des jeunes, de pouvoir trouver du travail, et donc à proximité. Et on s'aperçoit que pour beaucoup, on a vite fait de déchanter, et les résultats n'ont pas été ceux que l'on espérait. Et puis, il y a, moi je crois, dans ces territoires, il faut peut-être qu'on revienne aussi sur... il y a un vivier de compétences, il y a un vivier de gens avec des qualités exceptionnelles, et une réelle volonté de se surpasser, de vouloir créer, de vouloir s'investir dans la société. Et ces jeunes-là, ou ces adultes, ils ne demandent pas à décrocher la lune, hein. Ils demandent simplement à se mettre au service de la société, de travailler, et à leur tour d'avoir une famille, un logement, et pour un certain nombre d'entre eux, c'est d'abord aussi croquer la vie, quoi. C'est de voyager, de découvrir un petit peu le monde. Et je crois que quand on est dans des territoires comme celui de la Castellane notamment, c'est extrêmement difficile de se projeter, par exemple, pour aller chercher du travail dans des zones beaucoup plus éloignées. Je pense par exemple à celle de Vitrolles, à celle des Milles, ou même à la Valentine. Nous, il nous est arrivé d'avoir des offres d'emploi, de mobiliser un certain nombre de jeunes, de les amener à ces entretiens. Mais lorsque il fallait prendre 3 bus, avec un métro au passage, ils ont vite fait de se dire que c'est pas possible, quoi, parce que 5 h du matin, se lever à pas d'heure, devoir traverser la ville dans la diagonale, et arriver systématiquement en retard, c'était pour eux une chose totalement infaisable. Alors peut-être que oui, là effectivement on touche à un autre problème, qui est le problème qui bien sûr rentre en compte, hein, mais qui est le problème de la mobilité, du fait de mettre en périphérie les quartiers populaires. Mais juste pour revenir sur les dispositifs qu'on a cités avant, finalement on se rend compte que c'est des dispositifs qui focalisent le problème sur les personnes qui sont discriminées à la base, hein, et qu'à l'inverse il y a très peu de dispositifs qui sont là pour sanctionner des recruteurs qui pourraient faire preuve de discrimination. Karim, tu me disais un truc, c'est que souvent les jeunes que tu rencontrais autour des collèges, ils avaient une espèce de haine envers un système, envers l'État, qui focalise souvent sur la police, tu me disais, mais que finalement cette haine, toi, tu n'avais pu la ressentir parce qu'il y avait eu une part de mépris de la part des institutions. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on s'est eu au téléphone et que tu me disais ça, tu me disais eux ils ont la haine, mais en fait je les comprends parce que moi aussi j'ai cette haine et j'ai ressenti un mépris. Oui, en fait, ton micro. Le mépris vient pour moi, comment vous expliquer, je suis parti à la mission locale, je voulais me réorienter, excusez-moi, et on m'a dit, tu as 2 diplômes, on ne peut pas te trouver une autre formation. Parce que les 2 diplômes, le CAP cuisine et le CAP agent polyvalent de restauration, il y avait du travail.
Et moi, ça ne m'intéressait pas. Je veux travailler dans le social. C'est ça, on t'envoyait où il y avait du travail, on ne prenait pas du tout en compte ce que toi tu voulais, quoi. C'est ça. Alors, on ne va pas tarder à passer aux réactions du public. Peut-être juste un dernier mot, Thierry Berthet, sur voilà, cette question de l'intériorisation de la discrimination. Alors, la discrimination, il y a un rapport très intéressant du défenseur des droits qui est sorti sur la discrimination à l'emploi. On en est tous conscients. C'est-à-dire qu'il y a 96% des gens qui ont été interrogés qui disent oui, il y a de la discrimination à l'embauche, il y a de la discrimination dans les parcours professionnels. Elle touche plus directement certaines personnes. On sait que par rapport à un homme, on va dire blanc, entre 35 et 60 ans, un jeune entre 18 et 34 ans qui a une apparence qui est vue comme d'origine extra-communautaire, il a 5 fois plus de chances d'être discriminé que l'autre. Les filles sont bien sûr particulièrement servies dans la discrimination à l'embauche. Tout ça est parfaitement illégal. La loi est très claire là-dessus, il est interdit de faire des discriminations en fonction depuis... Il y a une liste longue comme le bras. Et pour autant, voilà, la discrimination existe, y compris la discrimination positive est possible. C'est-à-dire que dans la loi française, il est dit qu'il est possible de faire des actions spécifiques en fonction de certains territoires, en fonction de certaines populations, en fonction de certaines catégories d'âge ou de catégories, par exemple, liées au handicap. C'est parfaitement légitime de mener des actions spécifiques pour certaines catégories de population. Donc on a déjà fait un peu l'impasse sur le principe sacro-saint de non-discrimination qui était soi-disant le système français. Il existe dans la loi des possibilités de le faire. Et ça ne se fait pas, sauf cas exceptionnels, comme le centre commercial Grand Littoral, comme ce que vous évoquiez. Voilà. Mais c'est des cas tout à fait exceptionnels. La discrimination, elle court par ailleurs. Donc il y a un problème de mise en œuvre de la loi, déjà. Alors c'est sûr que c'est compliqué d'avoir des belles lois et de moins en moins d'inspecteurs du travail pour les faire respecter. Donc ce que je voulais vous dire, avant de venir sur la question de l'intériorisation, au fond, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'on est confronté aux discriminations et d'une certaine manière, ça s'inscrit dans des normes sociales dans lesquelles on joue tous. Alors c'est très difficile de faire la part des choses et d'une certaine manière, le recruteur qui porte une part de responsabilité en disant à cette jeune fille, bah, tu devrais te maquiller plus ou tu devrais te maquiller moins, il rentre dans ce jeu-là de normes sociales. D'une certaine manière, il est légitime parce qu'il est en position de décision ou d'intermédiation entre les jeunes et les entreprises. Et d'une certaine manière, il anticipe quelle va être la position de l'entreprise sans être sûr que ça va nécessairement être le cas. Donc, il y a de la formation en masse à faire, il y a de la formation sur les DRH. Je ne crois pas qu'il y ait dans la formation des DRH quelque chose sur la gestion des relations interculturelles dans l'entreprise, par exemple, ce qui mériterait pour le coup d'être développé. Donc il y a tout... Ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est la grande complexité de tout ça, c'est de trouver des équilibres, de meilleurs équilibres entre la responsabilité collective et la responsabilité individuelle. Aujourd'hui, on a mis un poids énorme sur la responsabilité individuelle et d'une certaine manière, on tend à occulter les responsabilités collectives et pourtant elles sont là. Et quand on confronte, par exemple, ce qu'on a fait, hein, des jeunes décrocheurs, décrochés, pardon, en situation de décrochage, et en leur disant, c'est vous qui allez interviewer des enseignants, des conseillers d'orientation, des chefs d'établissement, pour voir un peu comment se passe la confrontation entre ces jeunes dont on nous dit qu'ils ont 10 minutes d'attention maximum, et puis en fait ils font la journée entière et ils sont à bloc sur un processus comme ça. C'est qu'on rend compte qu'il y a des principes de justice qui se télescopent. C'est-à-dire les conseillers d'orientation, les chefs d'établissement, les acteurs institutionnels, on va dire rapidement, vont vous dire... Nous, on s'est mis d'accord sur un compromis social et il faut que les gens se comportent d'une manière adéquate par rapport à ce compromis social. Voilà. On est resté sur cette thèse. Alors, je veux pas faire mon chercheur, mais ça vient de Rousseau. Il y a une tradition en France philosophique autour de ça. On s'est mis d'accord sur des institutions et il faut que les individus se comportent de la bonne manière. Et puis, il y a une autre façon de voir les choses qui est celle que les jeunes renvoient en permanence, qui est celle des injustices réelles. Elles sont bien belles, vos institutions, mais concrètement, moi, je fais l'objet de discrimination. Concrètement, trouver un stage
c'est compliqué parce que les entreprises sont racistes par moment, ou certains recruteurs, ou les entreprises sont discriminantes au poids, à l'âge, au handicap, au lieu d'habitation, etc. Donc voilà, on a deux principes de justice qui se télescopent, et je pense qu'il faut qu'on trouve une façon de reconstruire au fond du contrat social par rapport à ces injustices réelles, en disant traitons les problèmes là où ils se posent, au lieu de toujours réfléchir à partir de grands principes. Et en attendant, c'est les jeunes qui doivent redoubler d'efforts pour trouver un travail. Merci à vous tous. On passe donc aux réactions du public, de vous. Si vous avez des questions, il vous suffit de lever la main et on a voilà, Benoît qui va vous apporter un micro. J'ai une question au fond aussi là-bas, enfin ou une réaction, je ne sais pas. On vous écoute.